Donc la dernière fois, toujours dans le chapitre des algorithmes asymétriques, c'est-à-dire les algorithmes à clé publique, on a dit que les algorithmes à clé publique sont basés sur des problèmes mathématiques euh, difficiles à résoudre. On a vu le premier problème mathématique, c'est le problème de factorisation d'un grand entier. Et on a vu l'exemple de l'algorithme RSA. On a vu comment on génère la paire de clés publiques-privées et comment on peut chiffrer avec cet algorithme. Le deuxième problème sur lequel sont basés les algorithmes, peuvent être basés les algorithmes à clé publique, c'est le problème de calcul de logarithmes discrets. D'accord? Donc on va voir les deux algorithmes. Donc le premier c'est Diffie-Hellman et le deuxième c'est l'algorithme Elgamal. On va voir comment on génère les clés. Donc j'ai cité aussi l'algorithme DSA ici, c'est un algorithme de signature, donc ce n'est pas un algorithme de chiffrement. D'accord? Donc on va voir tout d'abord l'algorithme Diffie-Hellman. Donc c'est un algorithme, les deux algorithmes Diffie-Hellman et Elgamal sont basés sur le problème de logarithme discret. Donc on a dit la dernière fois que Diffie et Hellman, c'est deux cryptographes, on a dit c'est eux qui ont introduit la notion d'algorithme. Voilà. Bon, pas ici, à ce niveau-là. On a dit que les deux cryptographes Diffie et Hellman, en 1976, d'accord, ils ont eu l'idée de créer les algorithmes à clé publique. C'est les premiers qui ont eu cette idée ici. L'idée c'était quoi? C'était que le chiffrement peut être public, c'est-à-dire tout le monde peut chiffrer, mais le déchiffrement doit être secret. Seulement celui qui va recevoir le message ou bien celui à qui est lui destiné le message peut lire le message. Les autres peuvent seulement chiffrer et envoyer. D'accord? Donc ça, c'est l'idée de Diffie-Hellman. Donc leur algorithme, c'était quoi? Après cette idée-là, il y avait la création de plusieurs algorithmes. Parmi ces algorithmes, l'algorithme RSA. Mais en réalité, l'algorithme Diffie-Hellman, donc Diffie-Hellman, ce n'est pas un algorithme à clé publique, mais c'est un algorithme d'échange de clés qui est basé sur le logarithme discret, mais qui est utilisé pour échanger une clé. Parce que le problème des algorithmes à clé secrète, c'était comment échanger une clé. Et l'algorithme Diffie-Hellman, on va le classer avec les algorithmes à clé publique, mais donc il n'y a pas une clé publique et clé privée comme l'algorithme RSA ou Elgamal que nous allons voir, mais c'est un algorithme d'échange de clés. D'accord? On va voir comment on échange la clé avec cet algorithme. L'algorithme Diffie-Hellman comme Elgamal dépend de la difficulté de calculer des logarithmes discrets. Et ce calcul est plus difficile, on a classé ce calcul plus difficile que celui de la factorisation d'un très grand nombre. Donc c'est plus difficile de calculer un logarithme d'un très grand nombre que de factoriser. D'accord? Diffie-Hellman est utilisé pour échanger la clé, échanger une clé, c'est-à-dire avoir une clé secrète entre deux utilisateurs. Après, les deux utilisateurs peuvent utiliser cette même clé pour chiffrer et déchiffrer. D'accord? Donc, Diffie-Hellman est utilisé pour la distribution des clés. Donc, comment on a deux utilisateurs A et B, comment ils peuvent s'échanger à la fin? Donc, il y a des échanges entre A et B, donc sur un canal bien sûr non sûr. D'accord, par exemple sur Internet, il y a des échanges. À la fin, A et B vont avoir la même clé K, petit k, qui est une clé secrète. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, A et B choisissent deux nombres, P et J. D'accord? P, c'est un nombre premier, doit être un nombre premier. Et G, c'est un générateur, on appelle générateur, qui est supérieur à 1 et inférieur à P-1.
P, c'est un nombre premier. D'accord? Ces deux nombres ce n'est pas des nombres secrets et même ils peuvent être partagés entre un groupe d'utilisateurs. D'accord? Je peux avoir un groupe d'utilisateurs qui utilisent P et G, les mêmes nombres P et G. Mais chaque deux utilisateurs partagent une clé entre eux. Donc A et B partagent les deux nombres P et G. Donc ils peuvent l'envoyer en clair sur un canal non sûr. Ensuite, donc P c'est un nombre premier, G il est entre 1 et P-1. Ensuite, A choisit un nombre petit a, c'est un nombre secret, il ne doit pas le divulguer. De la même manière, B choisit un nombre petit b aussi, il doit le garder en toute sécurité. D'accord? Personne ne connaît le petit a, ni le petit b, regardez ici, même A a choisi petit a, même B ne connaît pas petit a. D'accord? Ensuite, A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer G à la puissance A modulo P, le G générateur à la puissance A, ce nombre secret, modulo P, P le nombre premier. B, de sa part, va calculer G à la puissance petit b, son nombre secret, modulo P. D'accord? Donc A, l'utilisateur A, il a calculé le grand A, il a le grand A, et B, il a calculé le grand B. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'échanger ce grand A et ce grand B. Donc, l'utilisateur A va envoyer grand A à l'utilisateur B. De la même manière, grand B, l'utilisateur B va envoyer grand B. Qu'est-ce qu'il va faire A à la réception de grand B? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le grand B reçu à la puissance A. Et de sa part, l'utilisateur B, lorsqu'il reçoit grand A, il va l'élever à la puissance B, modulo P toujours. Donc, qu'est-ce qu'il a A? Donc, grand B à la puissance A, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que, parce que le grand B, c'est quoi? C'est G à la puissance B. Donc, qu'est-ce qu'il a calculé A? Le G à la puissance B, le tout à la puissance A. Donc, c'est G, B à la puissance A. Donc, c'est G à la puissance A fois B. De la même manière, B, lorsqu'il a calculé grand A à la puissance B, il n'a rien d'autre, il n'a calculé que G à la puissance A, reçu par l'utilisateur A, à la puissance B. D'accord? Donc, c'est la même clé. Donc, c'est G à la puissance A fois B, modulo P. Donc, celui qui est en train d'écouter le réseau, qu'est-ce qu'il a à sa possession? Par exemple, un pirate, il est en train d'écouter les communications ou bien les messages envoyés par A et B. Il a le P et G. Il connaît P et G. Il ne connaît pas. Donc, ce qu'il ne connaît pas, c'est petit a et petit b. Il connaît le grand A. D'accord? Il connaît le grand A, il connaît le grand B. Mais il ne connaît pas le petit a. D'accord? Donc, pour avoir la clé, donc un pirate, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît G à la puissance A. C'est-à-dire le résultat de G à la puissance A. C'est grand A parce qu'il est envoyé en clair. Il connaît aussi G à la puissance B. Mais il ne connaît pas petit a pour calculer K. Pour avoir K, qu'est-ce qu'il va faire le pirate? Donc il a G à la puissance A, c'est-à-dire grand A. Pour avoir petit k, c'est-à-dire la clé commune entre A et B, donc il doit calculer le logarithme. Le logarithme de A pour connaître le petit a, ou bien le logarithme de B pour connaître le petit b. Parce que s'il connaît le petit b, il peut mettre A à la puissance petit b, A à la puissance petit b pour avoir K. Ou bien il peut faire grand B à la puissance petit a pour avoir K. Comment il peut avoir ce petit a? C'est le logarithme de grand A dans la base G. D'accord, c'est pour ça qu'on dit que ces algorithmes sont basés sur le calcul de logarithme, qui est un calcul très difficile, parce qu'ici, on va prendre des nombres entiers très grands, et en plus, calculer le logarithme modulo un nombre premier, c'est encore plus difficile.
Donc, c'est pour ça ici, on a choisi un nombre premier. Calculer un logarithme modulo un nombre premier, ça sera très difficile. D'accord? Est-ce que vous avez compris ici ou est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je vais voir ici des questions, si on a des questions. Donc, Waddah me dit A partage avec B, petit a et grand A, oui. Oui, donc A partage avec B. On voit, non, A n'envoie pas le petit a, Waddah. A n'envoie pas petit a. Petit a doit être gardé en secret parce que si l'on voit petit a, ça veut dire que le pirate connaît grand B, il peut calculer grand B petit a. Comment il va calculer K, c'est-à-dire l'utilisateur A. L'utilisateur A, comment il va calculer K? Donc l'utilisateur A, comment il va calculer K? Il a reçu déjà G de B, c'est le grand B, il a reçu grand B, il va mettre grand B à la puissance A, il va avoir G à la puissance AB. Et l'utilisateur B, il a reçu le grand A, il va l'élever à la puissance B. C'est lui seul, l'utilisateur B, c'est lui seul qui connaît le petit b. D'accord? Donc, si vous voulez, donc ici, j'ai un utilisateur A. J'ai un utilisateur A. Attendez. Je vais répéter. J'ai un utilisateur A qui choisit P, qui choisit le générateur G et il choisit A. Bon, ici c'est minuscule, mais il choisit un petit A. D'accord? Je vais mettre petit a. D'accord. Donc P et G, c'est des valeurs qui ne sont pas secrètes. Parce que j'ai pas. Sinon, je reviens toujours au problème d'échange de clés. Donc ici c'est l'utilisateur B, ici c'est l'utilisateur A. Donc toujours l'algorithme Diffie-Hellman. Donc l'utilisateur A a sa possession P et G. Ils peuvent l'envoyer en clair. L'utilisateur B aussi, il a à sa position P et G et petit b. Petit b. D'accord? Donc l'utilisateur A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer G à la puissance A. G à la puissance A. D'accord? Donc, il va calculer G à la puissance A qui est grand A. Et ici, B aussi, il va calculer grand B. Il va calculer grand B qui est G à la puissance petit b. C'est seulement lui qui peut calculer ce G à la, G à la puissance b. D'accord? Ensuite, l'utilisateur A va recevoir le grand B. Il va recevoir grand B. Je vais mettre comme ça. Donc celui-là, il va recevoir le grand A. Celui-là, il va recevoir le grand B. Donc il va envoyer ici grand A. Ici, il va recevoir le grand B. Qu'est-ce qu'il va faire l'utilisateur A? Il va élever le grand B à la puissance petit a. C'est seulement l'utilisateur A qui peut faire ça. Pourquoi? C'est seulement l'utilisateur A qui a la valeur petit a.
aucun autre utilisateur n'a cette valeur-là. Et de sa part, l'utilisateur B va calculer grand A à la puissance B, parce que c'est lui seul qui a cette valeur-là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Et ce calcul-là, ce n'est rien d'autre que la clé qui est partagée entre les deux utilisateurs. Exposant. Donc, pour que ça soit plus clair, je vais... Donc, grand B ici, c'est quoi le grand B? C'est G à la puissance B. G à la puissance B puissance A. Donc, c'est G à la puissance B, le tout à la puissance A. Parce que grand B, c'est quoi? C'est G à la puissance B. Et ici, le grand A, c'est quoi? C'est G à la puissance A, le tout puissance B. C'est pour ça qu'on va avoir la même clé K. Donc ça, c'est la clé K et ça aussi, c'est la clé K. Celui qui est en train d'écouter la communication entre A et B, qu'est-ce qu'il va connaître? Ou bien un pirate, un utilisateur, un autre utilisateur autre que A et B. Il peut connaître P et G. Il peut connaître le grand A, le grand B. D'accord? Il ne connaît pas le petit a et le petit b. C'est ça le secret. Qu'est-ce qu'il peut faire pour connaître le petit a et le petit b? Qu'est-ce qu'il pour pouvoir trouver la clé K partagée entre A et B? Il va calculer le logarithme de grand A modulo P dans la base J pour avoir A. C'est ça, c'est le logarithme de grand A. Donc, ou bien, il va calculer petit b, soit il calcule le petit a ou bien le petit b, qui est le logarithme de b dans la base G. D'accord? Et c'est pas possible de le calculer si on choisit un p, c'est un nombre premier qui est très grand, et aussi un bon générateur G. Si vous avez des questions, j'arrive pas à entendre. Oui. Bien sûr, Abdi, si en faisant le calcul de logarithme, en calculant le logarithme, on peut trouver petit k. D'accord, mais si je prends de très grands nombres, c'est pas possible de calculer le logarithme. D'accord? Si je prends... Quel nombre qui doit être très grand? Le G? Le P et G. Les deux nombres P et G. Parce que le G, c'est quoi? Le G, c'est un nombre qui est... Où est-ce qu'il est? Voilà. Le G, il est inférieur à P-1. D'accord? Il faut bien choisir le nombre G. Et le P aussi, c'est de très grands nombres. Bien sûr, je ne vais pas prendre des nombres. Si aussi, dans les exercices, on va prendre de petits nombres pour pouvoir calculer. D'accord? Et dans ce cas-là, on peut calculer le logarithme. Mais si je prends de très grands nombres, d'accord, 700 bits, d'accord? Donc c'est aussi difficile que le calcul de factorisation. Donc, le moyen pour casser l'algorithme Diffie-Hellman, le moyen le plus efficace, c'est de résoudre le problème de logarithme discret. D'accord? C'est-à-dire de trouver petit a en connaissant G et G à la puissance A. G à la puissance A, c'est le grand A. Donc, des progrès ont montré que
la résolution du problème de Diffie-Hellman est presque, ou bien c'est difficile que celle du logarithme discret. D'accord? Ou bien, elle est, donc elle est aussi difficile que le calcul de logarithme discret. Donc, Diffie-Hellman est sensible au choix du nombre premier et du générateur. Donc, c'est-à-dire, il est basé sur la difficulté ou bien sur le bon choix du nombre premier P et du générateur. Donc, si c'est un bon générateur et c'est un grand nombre premier, c'est un grand nombre G, donc c'est difficile, ça sera difficile de calculer le logarithme. La taille de l'exposant A est aussi importante. D'accord? Donc, je ne vais pas prendre A égale à 2 par exemple. Donc, des résultats de recherche ont montré qu'il est presque impossible de calculer le logarithme relatif à un nombre premier. C'est pour ça qu'on choisit un nombre P premier. D'accord? Donc, le problème est supérieur à celui de factoriser un nombre composé de la même taille. C'est-à-dire, si je prends un nombre de 100 bits par exemple, je vais essayer de factoriser ou bien le même nombre, je vais essayer de calculer le logarithme. Le problème de logarithme est plus difficile. D'accord? Mais si je prends le nombre P qui est utilisé, le même nombre P qui est utilisé pour faire des échanges, donc il doit être supérieur à 512 bits ou bien de préférence à 1024 bits. D'accord? De préférence, donc 512, ça suffit pour que ça soit difficile à résoudre. Mais de préférence, on prend 1024 bits. D'accord? C'est ça les tailles dont c'est difficile de calculer. Donc, si vous n'avez pas de questions sur l'algorithme Diffie-Hellman qui permet d'échanger une clé, je passerai à l'algorithme Elgamal qui est basé sur le même problème. Donc, algorithme d'Elgamal. Donc, c'est un algorithme à clé publique. Je vais regarder d'abord les questions. Donc, toujours basé sur la difficulté du problème de logarithme discret, utilise des clés de 762 ou bien 1024 bits. D'accord? Donc ici, quand je parle de la taille de clé, donc on a déjà parlé du problème majeur des algorithmes à clé publique qui est la lenteur. D'accord, on a parlé de la lenteur. Et lorsque je parle de la taille de clé, donc est-ce que j'utilise 700 ou bien 1024 ou bien de nos jours on utilise même 2048 bits? Donc augmenter la clé, ça veut dire augmenter la sécurité, c'est-à-dire augmenter l'espace de clé. D'accord? Mais puisque les algorithmes sont lents, donc je ne vais pas dire ah c'est bon pour que ça soit plus difficile, je vais augmenter la taille de clé. D'accord? C'est pas possible. Donc, j'utilise la taille de clé qui permet d'avoir un algorithme sûr. Mais je ne vais pas dire je vais utiliser une taille de 2000 ou bien 4000 ou bien. D'accord? Ça dépend. Donc, par exemple, ici, Diffie-Hellman, on a dit que il faut que ça soit supérieur à 512. Donc, je peux utiliser 800, ça suffit. Si je n'ai pas besoin d'avoir plus une sécurité très... si ce n'est pas un système, par exemple, la défense, ministère de défense et tout, je peux utiliser par exemple 800 bits. Pourquoi? Parce que pour ne pas avoir un algorithme qui est très lent. D'accord? Donc ici, il utilise des clés d'une taille de 762. Donc 762, donc si je vais dire que 700 c'est suffisant, 800 c'est suffisant, pour ne pas avoir un algorithme qui est très lent, je peux utiliser 762. D'accord? Donc ce que je voulais dire, c'est pas, je ne vais pas augmenter la taille de clé, dire que je ne vais pas utiliser 1024, je vais directement utiliser 2000 ou bien 4000 bits pour que ça soit plus difficile. Il faut penser à la lourdeur ou bien à la lenteur de l'algorithme. D'accord? Ça ne va pas être convivial. Par exemple, si vous utilisez un algorithme de commerce électronique,
Donc, un algorithme, un système là où il y a des utilisateurs qui vont acheter, consulter et tout. Donc, si c'est un algorithme très lent, donc ils vont pas, ça va pas être convivial pour les utilisateurs. D'accord? Donc, il faut avoir un équilibre entre la sécurité et, comment dirais-je, la qualité de service. Donc, je reviens à l'algorithme El-Gamma qui a été créé en 1988. Donc, d'abord, on va parler de la génération de paires de clés. Donc, pour avoir une paire de clés, d'abord, on choisit un nombre premier n. On va élever modulo n. Donc, dans l'algorithme le premier RSA basé sur la factorisation, on travaille aussi modulo n, mais le n n'était pas premier, c'est le produit de P et Q. D'accord, donc ici, il faut qu'il soit premier. Pourquoi? Parce que calculer le logarithme d'un modulo nombre premier, c'est plus complexe, c'est plus difficile. Donc, choisir un grand nombre premier n, choisir deux nombres aléatoires alpha et petit a. Donc, alpha ici, c'est le générateur. D'accord? Et le petit a, c'est le nombre secret. C'est la clé secrète. D'accord? Choisir deux nombres aléatoires. Alpha, ce n'est pas un nombre secret, mais petit a, c'est un nombre secret. Calculer le bêta. C'est quoi bêta? C'est le générateur alpha à la puissance a, modulo n. Donc, bêta ici, c'est la clé publique. Mais la clé publique, elle est composée de quoi? De bêta qu'on a calculé en fonction de petit a. Et vous voyez ici toujours le même principe que l'algorithme RSA. La clé publique est calculée à partir de la clé secrète. Dans RSA, la clé publique est calculée à partir de la clé secrète. C'est ça le principe des algorithmes à clé publique. Pour qu'on chiffre avec une clé, on peut déchiffrer avec une autre. Une clé est associée à l'autre. Donc ici, bêta, c'est la clé publique. Elle est calculée à partir du petit a qui est la clé secrète. Alpha et n, ça fait partie de la clé publique parce que alpha, le générateur et le nombre premier, comme dans Diff et Hellman, peuvent ne pas être secrètes. Donc bêta, alpha, n, c'est la clé publique et petit a, c'est la clé privée. Donc on a généré la paire de clés, clé publique, clé privée. Donc petit a doit être gardé en toute sécurité et bêta, alpha, n peuvent envoyer, c'est la clé publique d'un certain utilisateur. Donc, pour chiffrer, avec El-Gamal, on a un message X. Il faut choisir d'abord un nombre aléatoire M. On choisit un nombre M. D'accord? Un nombre aléatoire. Tel que, donc, il y a une condition, M et N-1 doivent être premier entre eux. Donc, on calcule pour chiffrer. Donc, à chaque fois qu'on chiffre, on choisit un nombre aléatoire M. Donc, celui qui chiffre choisit M. L'autre peut ne pas connaître ce M-là. Ensuite, celui qui va chiffrer, il va utiliser la clé publique de l'autre. C'est ça. C'est le même principe. C'est toujours ça le principe des algorithmes à clé publique. Donc, il va calculer Y1, Y2. Y1, c'est quoi? C'est le générateur alpha, que tout le monde peut connaître, à la puissance m. M, c'est un nombre aléatoire. Modulo n, d'accord? Et Y2, c'est quoi? C'est bêta, c'est-à-dire la clé publique, à la puissance m fois x. X, c'est quoi? C'est notre message. Modulo n, le nombre premier. Donc, Y1, Y2, c'est le texte chiffré. Donc, regardez ici, pour chiffrer, donc on va calculer Y1, Y2. On va utiliser bêta, ça fait partie de la clé publique. On va utiliser alpha, le générateur, et n. Donc, bêta, alpha, n. Donc, bêta, alpha et n. Et le message, c'est x. Le message qu'on veut chiffrer. À la puissance, et on utilise un nombre aléatoire m. Donc, celui qui va déchiffrer, est-ce qu'il a besoin de m? Donc, celui qui va déchiffrer, il a besoin de quoi? Il a besoin de la clé privée A.
Pour déchiffrer, il va calculer seulement ça. Regardez, si vous remarquez ici, il n'a pas besoin d'avoir le M. Pourquoi? Parce que le M va disparaître. Donc, on va voir pourquoi il n'a pas besoin de M. Donc, il va calculer juste. Donc, Y1, Y2, c'est le message chiffré. Il a besoin de Y2, Y1 et de la clé A. Celui qui n'a pas la clé A ne peut pas avoir le message en clair. Donc, le message en clair, c'est quoi? C'est Y2 fois Y1 à la puissance A, le tout moins 1 modulo N. Donc, N, ça fait partie de la clé publique. Bon. Donc, pourquoi? Donc, on va voir comment le N disparaisse, ou bien pourquoi ça nous donne, il faut que ça donne le X, le message en clair. D'accord? X, c'est le message en clair, Y1, Y2, c'est le message chiffré. Donc, on va prendre ça, modulo N. Donc, on va remplacer Y2 par bêta à la puissance M fois X. D'accord? Ça, c'est Y2. Y1, on va le remplacer par alpha M, le tout à la puissance A. Le tout à la puissance moins 1. D'accord? J'aurai, et en même temps, je sais que bêta, qui est la clé publique, égale à quoi? C'est alpha à la puissance A. D'accord? Bêta, c'est alpha à la puissance A. Je remplace bêta par alpha à la puissance A. Ça, c'est pour démontrer que ça, c'est bien la fonction de chiffrement qui nous donne X. D'accord? C'est ce que je suis en train de faire. Donc, bêta, c'est alpha à la puissance A. Le tout à la puissance M. Fois toujours X. Fois alpha à la puissance. Donc, je peux multiplier le MA par moins 1. J'aurai moins AM. Oui. Donc ici AM, ici moins AM, ça me donne 0. Donc, ou bien alpha AM moins AM fois X. Donc alpha à la puissance 0, ça me donne 1 fois X, qui est le message en clair. Et vous remarquez ici que le 1 disparaît. Donc, c'est-à-dire, celui qui veut chiffrer va choisir un nombre aléatoire 1. Celui qui veut déchiffrer ou bien qui reçoit le message n'a pas besoin de connaître le nombre aléatoire généré par l'autre utilisateur, par celui qui a envoyé. D'accord? Donc ici, un exemple de L gamma. Donc on veut, je vais voir s'il y a des questions. Donc, vous m'arrêtez si vous n'avez pas compris, d'accord? Donc, un exemple sur l'algorithme L-Gamal. Générer les clés pour le système L-Gamal. D'abord, on génère, donc on choisit N, c'est un nombre premier. Donc, je vais mettre un nombre premier. On choisit A égale à 7, c'est une clé privée. Bien sûr, ici, on utilise de petits nombres parce que c'est des exemples, mais en réalité, on n'utilise pas ces tailles. Ces petits nombres. On choisit A égale à 7, c'est la clé privée, et alpha, c'est le générateur, égal à 23. Donc, alpha, l'essentiel, il est inférieur à 1. Donc, on va calculer la clé publique. Donc, la clé publique ici, c'est bêta, ou bien on a appelé ici B. Donc, j'ai changé de notation ici parce que dans Internet ou bien dans certains livres, vous allez retrouver, par exemple, ici bêta ou bien Q ou peu importe, l'essentiel. Donc, c'est d'élever le générateur à la puissance clé privée. Donc, peu importe la nomination des variables. Donc, ici, j'ai appelé B, donc ce que j'ai appelé tout à l'heure le bêta. D'accord, donc P ici, c'est la clé publique. Pourquoi? Parce que c'est alpha, c'est le générateur. Je peux appeler aussi G à la puissance A, c'est la clé privée, modulo P. Pardon, ici, parce qu'ici, je l'ai appelé P. Ici, normalement, c'est N. Le N. D'accord, modulo N, c'est-à-dire 661. Donc, alpha, c'est 23, générateur. À la puissance A, c'est 7, la clé privée, secrète. Donc, 23 à la puissance 7, ça va me donner 566 à la puissance modulo 661. Donc, qu'est-ce qui représente ce 566? C'est la clé publique. Donc, la clé publique, elle est formée par quoi? Par B, c'est-à-dire 500, oui.
Le M, je vais utiliser... Oui, on utilise M pour calculer le message chiffré. M, c'est un nombre aléatoire quelconque. Je choisis par exemple 10, je choisis 15, un nombre aléatoire. Alpha à la puissance 15 par exemple, bêta à la puissance 15. J'utilise ça pour avoir un message chiffré. D'accord? C'est un nombre que je choisis aléatoire et je n'ai pas besoin d'envoyer à l'autre pour pouvoir déchiffrer. D'accord? Si A veut envoyer à B un message, il va acquérir la clé publique de B, il va choisir un nombre aléatoire M quelconque. D'accord? Il n'a pas à envoyer ce M à l'utilisateur. Il ne va pas l'envoyer à l'utilisateur, à l'autre utilisateur. D'accord? Parce que vous remarquez ici que l'autre utilisateur pour déchiffrer, il n'a besoin que du message chiffré et de petit a, qui est la clé privée. D'accord? Ok. Donc, on va voir dans cet exemple. Donc, on a calculé la clé B, c'est la clé publique 566, voilà. Donc, la clé publique dans cet exemple, donc c'est le triplet N alpha B. B, c'est la clé publique qu'on a calculée, c'est-à-dire 566. Alpha, c'est le générateur qu'on a choisi, c'est 23. Et le N, c'est le nombre premier, 661. D'accord? Donc N, c'est le nombre premier. Alpha, c'est le générateur 23. Et le B, c'est la clé publique, oui. Bon, le générateur, il y a des conditions. D'accord? Des conditions que je n'ai pas données ici. Bon, parce que je ne voulais pas rentrer dans des notions mathématiques, mais c'est une condition, il faut que G à la puissance P moins 1 sur P modulo N qui est différent de 1. D'accord? Donc pour que ça soit un générateur. Donc pourquoi? Dans le but que si je prends un générateur à la puissance P à la puissance P-1 ou bien ça ne me donne pas 1 à la fin. D'accord? Pour que ça soit un générateur. Donc G à la puissance P sur P-1 modulo N. Modulo P ici, donc P c'est N. Le nombre premier, d'accord? Différent de 1. Pour que ça soit un générateur et il faut que ça soit inférieur à n. Donc j'ai donné seulement ici la condition comme dans Diffie-Hellman. Donc je ne voulais pas rentrer dans des détails mathématiques. Donc le générateur, donc prenez seulement cette condition-là. Il faut que ça soit supérieur à 1 et inférieur à P-1. D'accord? Puisque je n'ai pas donné ces détails, donc on va vous donner directement le G. Donc on va dire que G est un générateur, on va vous donner G tel qu'il vérifie la condition d'un générateur. Donc ici, c'est-à-dire N doit être premier et G un générateur qui est inférieur à N-1. J'aurai la clé publique, alpha générateur, N premier et B qu'on a calculé. La clé secrète, c'est 7. D'accord? Choisis aléatoirement aussi. Donc pour chiffrer, donc je reprends la clé publique qu'on a déjà calculée. Donc N premier, alpha générateur et B qu'on a calculé à partir de A. D'accord? On a A et le générateur, on a retrouvé B. Je cherche à chiffrer par exemple le mot subinfo. D'accord? Donc on va d'abord, dans tous les cas, on va coder pour pouvoir chiffrer par n'importe quel algorithme. On va coder ce mot-là. Donc on va coder S par exemple par 19, U par 21. Donc dans cet exemple, je n'ai pas utilisé le codage qu'on a vu
déjà, mais on a commencé par A égale à 0, 0. Parce que j'ai pas ici, j'ai pas besoin de faire modulo 26. D'accord? On peut utiliser A égale à 0, 0. Je peux utiliser le code ASCII, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme codage. D'accord? L'essentiel que l'émetteur et le destinataire doivent d'accord sur la table de codage. Par exemple, ici, on va commencer par, je crois que dans cet exemple, je sais pas sûr, mais normalement, le A, ça commence par 0,1, le B, c'est 0,2, peu importe. D'accord? Pour le codage, peu importe. Je vais vous donner seulement comment on chiffre. Donc le codage, vous pouvez utiliser code ASCII comme vous voulez. L'essentiel, il faut être d'accord avec le récepteur du message, bien sûr, pour pouvoir déchiffrer. Donc ça c'est S, ça c'est U, ça c'est P, ensuite I, N, F et O. D'accord, on a codé le message. On avait parlé de ce problème la dernière fois. Votre camarade a noté un problème. Donc, on peut, par exemple, on peut prendre le 19 et le chiffrer d'abord. Ça, c'est X. Parce que pour chiffrer, qu'est-ce que je vais faire? Bêta à la puissance n fois X. D'accord? Donc ici, je peux prendre 19 fois, c'est-à-dire X, fois bêta n. D'accord, ensuite 21, ensuite 16. Mais de préférence, pour que l'attaque fréquentielle soit difficile ici, ou qu'on ne peut pas faire une attaque fréquentielle, de préférence, si je code sur deux positions, je prends des blocs différents de 2. Par exemple, je prends des blocs de 3. Par exemple, je prends 192, ensuite 116. D'accord? C'est possible de chiffrer 19, ensuite 21, d'accord? Mais si j'ai dans mon message plusieurs fois S, par exemple, j'ai par la suite S, d'accord? C'est-à-dire quoi si je prends 2? Ça veut dire toujours S va être chiffré de la même manière. D'accord? Toujours S va être chiffré de la même manière. Et dans ce cas-là, l'attaque fréquentielle, c'est-à-dire combien de fois apparaît S dans mon message, donc il apparaît, donc je peux calculer combien de fois apparaît chaque lettre, et dans ce cas-là, je peux voir la lettre qui apparaît plus, et je peux, sans avoir la clé, ou bien sans calculer le logarithme, faire une attaque fréquentielle. C'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, je peux, par exemple ici, si le codage il est sur 3, par exemple, si je prends le code ASCII qui est sur le 3, par exemple ici, je reviens à l'algorithme RSA, là où on a... Donc l'algorithme RSA, on a codé en utilisant l'ASCII, le code ASCII. D'accord, code ASCII sur 3 positions, 0,72, 101, 108, ainsi de suite. D'accord, et on a chiffré des blocs de 3. Donc ça, c'est un problème. Il est sujet, ce chiffrement, il est sujet à l'attaque fréquentielle. L'attaque fréquentielle ici est possible. Pourquoi? Parce que toujours, donc ici 72, c'est la lettre H. Toujours la lettre H ou bien 101, toujours c'est la lettre E. Donc je chiffre 101, ensuite je chiffre 101. Donc ici c'est ce que j'ai rajouté en plus parce que ça H, E, L, P, l'espace et la point d'exclamation. Peut-être c'est des connexions, des déconnexions. Donc j'ai enregistré. Donc qu'est-ce que vous n'avez pas compris ici? Je peux répéter ici à ce niveau-là. D'accord. Donc, dans l'algorithme RSA, que je répète rapidement, dans l'algorithme RSA, on a fait un codage sur 3 positions, parce que le code ASCII, donc sur 3. Donc 101 pour la lettre E par exemple, L 108 et 72 il est sur 2, mais on va compléter par des zéros, donc je vais décomposer en blocs de 3. Alors que le codage, il est sur bloc 3, je chiffre des blocs de 3. Donc, ce n'est pas intéressant ici parce que c'est possible de faire une attaque fréquentielle. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire ici dans l'algorithme RSA pour que
plus sécurisé, par exemple, prendre des blocs de 4 au lieu de 3. Donc, et comme ça, l'attaque fréquentielle ne sera plus facile. D'accord? Donc, dans l'algorithme El-Gamal, parce que ça ne sera pas le problème de l'algorithme El-Gamal, mais de l'utilisation de l'algorithme d'El-Gamal. D'accord? Ici, si je prends, je chiffre des blocs de 2, ça va, et lorsque l'attaquant pourra trouver facilement la clé, donc ça ne veut pas dire que El-Gamal n'est pas sûr. C'est l'utilisation de El-Gamal qui n'est pas, j'ai pas bien utilisé El-Gamal. D'accord? Il faut, donc par exemple ici le codage il est sur deux positions, je prends des blocs de 3. Donc je chiffre 192. D'accord? Je chiffre 192, le X c'est 192. Je calcule le Y1. Y1 c'est quoi? Je choisis d'abord, attendez, je choisis le petit m ou bien j'ai noté ici petit k. D'accord, le nombre aléatoire choisi par celui qui va envoyer. Petit k égale à 13. C'est un nombre aléatoire. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure 1. Donc, Y1 égale à quoi? Le Y1. C'est égal au générateur 23 alpha à la puissance n qu'on a choisi. Donc, c'est 105 modulo n. D'accord? Nombre premier. Et le Y2, c'est notre message 192. J'ai pris un bloc de 3. Notre message X fois le bêta ou bien B, la clé privée, à la puissance M ou bien K, 13. Donc, je vais avoir 237. D'accord? Le message chiffré, c'est quoi? C'est la paire 105, 237. Donc, 105, 235. Et vous pouvez faire la même chose pour calculer. Donc, vous chiffrez 116, vous allez avoir 105, 515, 0,91, 105, 102. D'accord? Regardez, vous remarquez ici que la première, toujours je vais retrouver 105, 105, 105. Pourquoi? Parce que toujours c'est le même entier K, ou bien nombre aléatoire K, et le même générateur 23. Ici, lorsque le X change, et dans le deuxième, dans Y2, la clé publique, c'est toujours 566 à la puissance 13, mais ici ça change. Donc c'est 192, ensuite c'est 116. C'est pour ça le deuxième change. Donc ça c'est Y1, Y2, Y1, Y2. Donc ça c'est tout ça c'est le message chiffré. D'accord. Pour déchiffrer, il suffit de faire ça. J'ai pas besoin de connaître le petit k. Il suffit de faire Y2 fois Y1 à la puissance A, le tout puissance moins 1. D'accord? C'est-à-dire ça c'est Y1, Y2. Je vais prendre Y2 fois Y1. Donc je vais prendre Y2. Par exemple ici ça c'est Y1. Je vais prendre Y2 qui est 237 fois Y1 qui est 105 à la puissance petit a, la puissance moins 1. Petit a c'est la clé privée. 7. Donc si je calcule tout ça, modulo 661, je retrouve le 192 que j'ai chiffré. Je retrouve 192, ensuite le deuxième, le troisième, mais celui qui va recevoir, il doit connaître que ce message, il est codé sur 3 positions. On déchiffre des messages de blocs de 3, mais mon message, il est sur 2. Donc, ils vont se mettre d'accord sur ça au départ, d'accord? Et on va faire la même chose pour avoir les autres blocs. C'est-à-dire utiliser toujours la fonction de déchiffrement. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Oui? Pour le dernier bloc, pourquoi on a remplacé 19? Attendez, donc ici je complète, je remplace, mais je rajoute un 0 à la fin. D'accord, je rajoute parce que toujours je chiffre un bloc de 3. D'accord, je chiffre un bloc de 3, donc 192, ensuite 116, ensuite 0,91, 416, 151.
D'accord, donc ici c'est 151, donc je n'ai pas remplacé, mais donc il y a combien de blocs? 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, j'ai chiffré les 5. Parce que ici, c'était pas ça. Au départ, il n'y avait pas le 19. J'ai rajouté 19 pour vous dire que si j'ai deux S. Donc, mon vrai message, c'était ça au départ. Donc, je prends des blocs de 3. Donc, ça, c'est 3, 3, 3, 3. Donc, pour avoir un bloc de 3, donc je dois rajouter le 0 pour compléter. Donc, en général, si vous voulez avoir un bloc de 10, par exemple, si vous avez à la fin un bloc de 3 bits, donc il faut le compléter par 7. D'accord? Il faut compléter par le nombre nécessaire. Et au déchiffrement, je vais éliminer les zéros. Retrouver. D'accord? Autre question, oui? On change le cas, madame. Chaque fois qu'on chiffre le instant. On change le cas. C'est-à-dire... mais est-ce qu'il y a un problème? Oui. Regardez, ce nombre-là, pour chiffrer, pour envoyer différents messages, ça c'est un seul message. Ce qu'on a envoyé ici, c'est un seul message. Subinfo, ce que j'ai chiffré ici, c'est un seul mot ou bien un seul message. Je vais utiliser un nombre aléatoire. Un seul nombre aléatoire, 1. Mais en réalité, si je chiffre plusieurs mots, je vais utiliser un différent. Au contraire, il faut utiliser un différent. Si j'utilise toujours le même nombre aléatoire K, ça va être un problème dans la sécurité et on peut retrouver la clé privée des fois, qui sert à déchiffrer. D'accord? Donc ici, il ne faut pas utiliser toujours, parce que c'est un nombre aléatoire. M ici, c'est un nombre aléatoire. À chaque fois, je peux calculer, à chaque message. Mais ici, c'est le... Bon. Ici, le message X, ça veut dire que c'est le bloc. Ici, c'est un bloc, par exemple, ce qu'on a utilisé comme 3. Je peux utiliser soit le même nombre 1 ou bien je peux utiliser des nombres. Ça dépend de votre fonction. D'accord? De préférence, on change la valeur 1. Si je change la valeur 1, ça veut dire qu'ici, je ne vais pas avoir 105 à chaque fois. 105, si je change la valeur 1, c'est-à-dire 13, ce 13-là. Et ça ne va pas influer sur le message déchiffré, le message au déchiffrement, parce que je n'ai pas besoin de la valeur 1. D'accord? J'ai pas compris votre question, mais c'est de préférence on change la valeur 1, si j'ai bien compris la question. Donc, on va parler un peu de la sécurité de l'algorithme Elgamal. Non, si je prends un bloc de 2, ça sera un problème. Le bloc 2 et la valeur de 1, même si je change... Ah oui, j'ai compris, oui. Si je change 1, ça veut dire que je ne vais pas avoir, même si je chiffre ici 19, oui, même si je chiffre ici, regardez, je chiffre 19 ou 19, c'est-à-dire la même lettre. Donc si je prends 19 à la puissance 13 ou 19 à la puissance 23 par exemple, ici je change, donc c'est la même clé, ici la clé, toujours la clé publique, mais je change ici et je change ici. 19 par exemple, bon, le 19 reste toujours, si je prends le bloc de 2, et 23 par exemple, ça va me donner autre chose. Oui? Oui. Est-ce que vous avez compris ce que votre camarade a dit? Donc
Parce que, regardez, ici, pourquoi on vous a dit on ne va pas prendre le nombre de blocs le même que le nombre, par exemple, le nombre de codages ici. J'ai codé sur 2. Je vais prendre 3. Donc ici, je peux paramétrer. Mais la fonction L-gamal, dans la fonction L-gamal, est-ce que je peux changer M à chaque fois? C'est-à-dire à chaque bloc, je change M. Est-ce que c'est paramétrable? Je ne sais pas. Je n'ai pas téléchargé L-gamal, je l'ai pas... Mais peut-être c'est pas paramétrable. Donc par exemple, d'un message à un autre, oui. Mais c'est le même, si c'est le même message, par exemple ici, sup info, je crois que le M ne va pas être changé d'une lettre à l'autre. Sauf si vous allez prendre... parce que L-gamal, je crois que le code n'est pas... par exemple, le code de RSA, vous pouvez trouver le code de RSA sur le net. Vous pouvez lire le code et télécharger, exécuter. L-gamal, je crois que non. D'accord. Et L-gamal ici, je crois que c'est pas paramétrable. C'est-à-dire ici, lorsque vous chiffrez S, ensuite U, donc vous lui donnez, parce que pour chiffrer, vous lui donnez le message, vous allez choisir, ou bien je sais pas, donc des fois c'est paramétrable, est-ce qu'il va vous donner la main à entrer, faire entrer la valeur M, c'est-à-dire le 13, est-ce que vous allez choisir, ou bien généralement c'est un algorithme, un générateur de nombres aléatoires qui va générer. Il va générer pour ce message-là un nombre aléatoire qui va être utilisé pour chiffrer tous les messages. Et si c'est un autre message, il va aussi utiliser. C'est-à-dire c'est pour ça, il est préférable d'utiliser donc ici un bloc de 2. Ici, je change le nombre de blocs. D'accord? Mais si c'est un autre message, le M va être changé. Vous pouvez aussi faire ce changement-là. Donc, toute la sécurité de l'algorithme L-gamal se repose sur le problème de calcul de logarithme discret, qui est pour le moment très difficile si j'utilise une clé de 1024 bits. D'accord? Ce qui empêche toute attaque par recherche exhaustive. C'est-à-dire, si je prends 1024, faire une recherche exhaustive, c'est très difficile. Donc, le déchiffrement nécessite la connaissance de la clé privée A. D'accord? La clé privée A. Donc, bêta, c'est la clé publique, ou bien B, et la clé privée A. Donc, pour faire un déchiffrement, j'ai besoin de la clé privée A. Qui est quoi? Qui est le logarithme de bêta dans la base alpha. D'accord? Donc, on sait calculer le logarithme avec un module de 300 bits. Donc, jusqu'à 300 bits, on sait calculer ça. C'est possible de calculer. Donc, pour une sécurité à long terme, donc, il faut choisir n qui est supérieur à 1024. Au moins. D'accord? Je peux utiliser plus. Parce que la puissance, elle est de nos jours, la puissance des ordinateurs augmente. Donc, je peux utiliser plus que 1024. Mais 1024, ça suffit. Parce qu'on connaît calculer le logarithme d'un module de 300 bits. C'est-à-dire, si je prends un nombre n, premier, n, il est sur 300 bits, je sais calculer. Mais plus de 300 bits, c'est très difficile. Donc, si je prends 1024, je suis à l'aise. Donc, il y a un avantage aussi de l'algorithme L-gamal, c'est l'utilisation aléatoire du nombre m. Donc, lorsqu'on veut chiffrer un message m, ou ce que j'ai appelé tout à l'heure x, le k ou bien le petit m est choisi au hasard. Ce qu'on avait parlé tout à l'heure, le petit m qu'on utilise pour le chiffrement. C'est celui-là, le petit m. Alpha à la puissance 1, bêta à la puissance 1 fois x. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je veux utiliser ou bien chiffrer le même message M avec des valeurs différentes K, on aura deux messages qui sont chiffrés différemment. D'accord? Si je chiffre le mot sup info, la première fois j'utilise M égale, qu'est-ce qu'on a utilisé? K égale à 13. Une autre fois je vais utiliser K égale à 25.
Donc c'est le même message qui est chiffré autrement. D'accord? Ça, c'est un avantage aussi de l'algorithme. Un des avantages de cet algorithme, c'est que le message chiffré est 2 fois plus long que le message en clair. D'accord? Le message chiffré ici, c'est Y1, Y2. C'est la taille du message chiffré qui est supérieure ou bien 2 fois le message en clair X. Ça, c'est un des avantages de cet algorithme. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non, vous n'avez pas de questions. Ici, on avait parlé du problème factorisation d'entiers. On a vu l'algorithme RSA. On a vu le problème de logarithme, de calcul de logarithme discret. On a vu l'algorithme Diffie-Hellman qui permet d'échanger des clés, échanger une clé. L'algorithme Elgamal, c'est l'algorithme à clé publique qui permet de générer et de chiffrer, déchiffrer. Il y a une troisième classe. Donc, je n'allais pas faire cette troisième classe, mais puisqu'il nous reste un peu de temps, elle est importante. Je n'allais pas le faire parce que, par manque de temps, mais puisqu'il nous reste un peu de temps maintenant, donc je vais expliquer cette troisième classe. Cette troisième classe, elle est basée sur toujours le logarithme discret, mais le logarithme discret sur les courbes elliptiques. C'est pas sur les entiers comme Elgamal et Diffie-Hellman. Sur les courbes elliptiques, c'est un problème encore plus complexe que le logarithme discret sur les entiers. D'accord? Donc le problème de logarithme discret, je crois que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des algorithmes qui sont utilisés de nos jours et plus utilisés que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont rapides. Ils sont plus rapides que les autres. Et la rapidité, c'est un avantage dans les algorithmes à clé publique. Même si la puissance de nos jours, elle augmente de jour en jour, mais il y a des cas où j'ai besoin d'utiliser des algorithmes qui ne consomment pas de puissance de calcul. Il y a des cas où, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les réseaux de capteurs, les capteurs, là où on l'utilise par exemple dans des zones, par exemple, pour surveiller un volcan ou dans des forêts, pour surveiller un feu. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre des capteurs qui captent par exemple la température, d'accord? Les capteurs, c'est des petits éléments qui ne peuvent pas, donc d'ailleurs, qui ne peuvent pas consommer une grande puissance de calcul et même, d'accord, donc ils ne peuvent pas consommer, faire des calculs, par exemple chiffrés et déchiffrés, c'est trop pour un capteur. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant d'utiliser par exemple des algorithmes qui ne consomment pas de puissance de calcul, par exemple les courbes elliptiques. Pourquoi ça ne consomme pas une grande puissance de calcul? Parce que pour avoir la même sécurité que RSA par exemple, RSA pour que ça soit plus sûr, donc je vais utiliser une clé 2024. Par exemple, Elgamal ici, je vais utiliser une clé 2024. Ici, ça suffit d'utiliser 700, c'est-à-dire la moitié ou bien moins pour avoir la même sécurité. D'accord? Utiliser la moitié, c'est-à-dire il va être plus facile. Et même le principe des algorithmes qui sont basés sur les courbes elliptiques. Donc, les courbes elliptiques sont proposées en 1985 par les deux cryptographes Miller et Koblitz. D'accord? Les deux cryptographes. Donc, au départ, lorsqu'ils ont réfléchi aux courbes elliptiques,
Donc c'était théorique, c'était de la théorie. Même eux, ceux qui ont réfléchi aux courbes elliptiques, ils ont dit au départ que l'implémentation des algorithmes basés sur les courbes elliptiques n'est pas possible. Ils ont réfléchi, mais ils ont dit que c'est pas possible. Mais ça a attiré l'attention des cryptographes du monde entier et l'efficacité a été prouvée et même l'implémentation a été possible par la suite. Ils étaient pratiques et on les a considérés comme des algorithmes à clé publique plus efficaces. Donc le principe c'est quoi? Je vais passer directement. Donc l'essentiel c'est pour connaître que le calcul de logarithmes discrets pour les courbes elliptiques c'est plus difficile que calculer pour les entiers. D'accord? Donc une courbe elliptique c'est quoi? Une courbe elliptique, d'accord? C'est quoi? C'est un objet mathématique. C'est un objet mathématique, donc voilà l'équation d'une courbe elliptique en général, c'est y à la puissance 2 plus a1xy plus a3y égale à x3, ainsi de suite. Donc c'est une courbe elliptique, je vais vous donner par la suite un exemple. Pourquoi on a utilisé cette courbe elliptique? Pourquoi ils ont pensé à ça? Parce que la courbe elliptique, c'est un objet très simple, c'est une courbe très simple, mais ça donne des résultats surprenants. D'accord? Par exemple, je vais passer directement à l'exemple, je vais vous dire juste ça. Donc ça, c'est l'équation d'une courbe elliptique en général, mais les cryptographes, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris A1 égale à 0, A3 égale à 0. D'accord? Donc on va travailler seulement avec Y2. X égale à X3. Donc A4 aussi, ils ont pris égale à A. Ici, c'est 1 et 1. Donc, on aura ça. D'accord? On a pris ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à petit d. Et ça, c'est égal à petit a. On aura par la suite ce type de... C'est-à-dire, on a... Donc, ça, c'est le général. Mais en cryptographie, on utilise ça. Y2 égale à X3 plus AX plus B. On a A et B. D'accord? Donc, l'exemple, si je prends cette courbe elliptique, dans l'équation, c'est ça. Y2 égale à X3 moins 5X2 plus 3. C'est-à-dire A égale à moins 5, B égale à 3. On dessine cette courbe, on va retrouver ça. J'ai dit tout à l'heure qu'une courbe elliptique, c'est quoi? C'est un objet mathématique. Voilà, c'est un objet mathématique qui a des résultats surprenants. D'accord? On a utilisé ces résultats pour chiffrer et déchiffrer. D'accord? Si je prends, c'est quoi le résultat surprenant? Si je prends deux points sur la courbe, par exemple A et B, je trace une droite. La droite va couper la courbe elliptique. La courbe elliptique, c'est ce qui est en noir. Donc ça, c'est la courbe elliptique. Et ça aussi, c'est la courbe elliptique formée par cette équation. D'accord? Si je prends deux points de la courbe elliptique, je trace une droite, je trouve un point, je vais noter ce point C égale à A plus B. Ce point, il est sur la courbe, forcément sur la courbe, c'est ça le résultat surprenant. Donc je prends deux points de la courbe, je trace une courbe, je vais retrouver un point qui est sur la courbe. Je vais utiliser ce point, je vais utiliser des points pour chiffrer et déchiffrer. D'accord? Ce point-là, on note A plus B, c'est pas en réalité A plus B, mais je vais faire des calculs pour retrouver le point. Donc à partir de ce point-là, je peux chiffrer et déchiffrer. C'est-à-dire les clés publiques. La clé publique va être formée de quoi ici? C'est le point résultat, c'est ça, qui est formé des deux points A et B. C'est des points, d'accord? La clé secrète, c'est A et B. D'accord? La clé secrète, c'est A et B. La clé publique, c'est le point C qui est formé de A plus B. On va voir par la suite que le point C, on peut le calculer.
D'accord? On peut calculer ces coordonnées. Donc, si je prends la clé publique C, c'est un point de la courbe. Il est sur la courbe. Je ne pourrai jamais retrouver A et B. À partir de A et B. Je peux retrouver à partir de A et B que je vais considérer comme des clés privées. À partir de A et B, je peux retrouver C. Mais à partir de C, je ne peux pas retrouver A et B. Donc, si vous prenez n'importe quel point ici, est-ce que vous allez dire que voilà, c'est les deux points A et B? Vous avez des coordonnées d'un point, ça va être la clé publique. C'est très difficile de retrouver A et B. C'est ça le principe. Donc, la chose surprenante, c'est que cette opération plus, c'est-à-dire A plus B, possède toutes les propriétés de l'addition. C'est-à-dire on peut faire l'addition, soustraction, division. Je vais vous donner comment. Donc, il est possible, quand on montrait Miller et Koblitz, de coder avec cette opération bizarre, au lieu de travailler avec l'addition usuelle, comme L gamma avec l'addition ou la puissance. D'accord? Donc, ça résulte une grande complexité des calculs. Donc, comment je vais retrouver le point? Par exemple, ici, j'ai les coordonnées de A et B. Comment je vais retrouver les coordonnées de C qui est formé de A plus B? Donc, vous avez des règles, juste des règles. Donc, si vous avez des points différents, x1 et x2, c'est-à-dire les coordonnées, l'abscisse, x1 différent de x2, donc, pour faire la somme des deux points, a plus b égale à x3, y3, je peux calculer x3, y3. Donc, c'est quoi? C'est k à la puissance 2 moins x1 moins x2, x1, x2, c'est quoi? C'est les coordonnées de a et b pour retrouver c. Donc, il y a des règles. Si je prends deux points de la courbe, il y a des règles pour retrouver le point A plus B. Et il y a des règles aussi pour retrouver le point P fois un entier D. D'accord? Donc, parce que là, pour faire une multiplication, pour faire une addition, vous avez ce règlement-là. Donc, x1, y1 plus x2, y2, ça va vous donner x3, y3. Et si je vais faire x1, y1, c'est le même x1 ici, x1, y1, c'est-à-dire le même point. Je vais faire a plus a. Vous avez aussi une règle. Pour faire la multiplication, il suffit de faire ça. Par exemple, je multiplie 2 fois le point A. 2 fois un point, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ça. Donc, A plus A, ça va me donner 2 fois le point A. Après, j'ai 2 fois le point A. Je peux lui rajouter un point A pour avoir 3 fois P. 3 fois A. D'accord? Si je prends la courbe elliptique Y2 égale à... Donc, ça, c'est l'équation d'une courbe elliptique. Et je veux calculer un entier fois un point. Un point, j'ai les coordonnées du point, c'est 4, 2 par exemple. Et l'entier D, c'est 3. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, au début, je peux vérifier que le point P appartient à la courbe. Vous pouvez vérifier qu'il appartient à la courbe. Donc, vous allez faire Y, c'est 2. Y à la puissance 2, c'est 4. Et 4 à la puissance 3. Donc, vous pouvez vérifier, modulo 11, que le point P appartient bien à cette courbe-là. Si je vais faire 3 fois P, ça va aussi appartenir à la courbe. 3 fois P. D'accord? Donc, c'est ça les résultats surprenants. Je vais faire 4 fois P, ça va aussi appartenir à la courbe. Appartient bien à la courbe. Donc, pour calculer 3P, c'est-à-dire un entier fois un point. Comment je peux calculer ça? Vous n'avez pas l'habitude de calculer un entier fois un point. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de calculer P plus P plus P. Et on a des règles pour calculer P plus P. J'aurai 2P. Ensuite, pour calculer 2P plus P, je vais utiliser cette règle numéro 4. D'accord? Je vais avoir P plus P. Je vais avoir ça. Donc, c'est pas, donc ici, je ne vais pas faire 4 plus 4 et 2 plus 2. Donc, ça va être, ici, regardez,
par hasard, ça va être 8 et 4. Mais en réalité, je ne peux pas faire le calcul directement. Je vais utiliser ça, ces règles-là. Mais ça m'a donné ça. C'est le point 2 fois P. Ensuite, 2 fois P plus P, je vais utiliser la règle 4 pour avoir le point 3P, c'est-à-dire 2 coordonnées de 10. Vous pouvez vérifier dans cette équation que le point 2P appartient à la courbe et aussi le point 3P appartient à la courbe, 4P appartient à la courbe, d'accord? Donc, et le point aussi P plus P appartient, donc c'est 2P bien sûr. Donc, c'est ça la chose surprenante des courbes elliptiques. Donc, ça, on connaît, c'est quelque chose de mathématique. Comment on a utilisé donc ça en algorithmique? Est-ce que vous arrivez à suivre jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non, vous n'avez pas de questions, c'est clair jusqu'ici. Donc, par exemple, si je prends l'algorithme Diffie-Hellman d'échange de clés, d'accord? Pour échanger une clé, les deux utilisateurs vont se mettre d'accord sur une courbe elliptique. Se mettre d'accord, c'est-à-dire le modulo P, parce qu'une courbe elliptique, c'est ça. Donc, ils vont se mettre d'accord, c'est-à-dire le modulo P, le petit a et le petit b. Par exemple, ici, ils vont se mettre d'accord sur moins 5, 3 et le modulo P. D'accord? Et ils vont se mettre d'accord aussi sur un point P situé sur la courbe. Il faut qu'il soit situé sur la courbe. Par exemple, le point A. Moins 2 par exemple, moins 2, je ne sais pas ici, moins 2 par exemple, moins 1, je ne sais pas. Ils vont se mettre sur un point qui est sur la courbe. Secrètement, Ali choisit un entier DA et Bob aussi choisit un entier de sa part DB. C'est à peu près le même principe de tout à l'heure, mais ici c'est sur les courbes elliptiques. Ali choisit DA, Bob choisit DB, c'est quoi? C'est des entiers. Mais le petit a ici, le petit b et le petit p ici, ils sont publics. Même le point P, ils vont se mettre d'accord sur un point P choisi sur la courbe. C'est un point qui est public. Donc Alice envoie à Bob, elle va pas lui envoyer DA, elle va le garder en toute sécurité et Bob il va garder en toute sécurité DB. Donc Alice, qu'est-ce qu'elle va envoyer? Elle va envoyer un point qui est quoi? Qui est le calcul de DA d'un entier fois P. Et Bob c'est quoi ça? C'est un point. C'est des coordonnées DA fois P. Et Bob envoie à Alice un autre point qui est DB fois P. D'accord? Donc, chacun de leur côté, il est capable de calculer. Ensuite, Alice va recevoir DB à la fois P et l'autre va recevoir DA fois P. Chacun de son côté va calculer DA fois DB. Donc, c'est-à-dire ça, c'est A qui va calculer ça. Il possède le DA, il a reçu DB fois P. Et l'autre, c'est-à-dire l'utilisateur B, va calculer ça parce qu'il possède le DB, c'est un entier. Et il a reçu ça, c'est un point. Donc, il va calculer un point fois dB, il va avoir un point. Ici, il va avoir un point. C'est le même point. C'est un point qui va être sur la courbe et qui constitue la clé secrète commune entre les deux. Donc, le point entre les deux, c'est dB fois dA fois P. Ça va être le même point. Donc, un espion qui regarde les échanges, il connaît la courbe qui est échangée en clair. Il connaît le point P, il connaît DA fois P, c'est un autre point, et DB fois P, c'est un autre point. Donc, il ne peut pas calculer DB fois DA fois P, qui est la clé secrète, parce qu'il ne possède pas DB ou bien DA. Qu'est-ce qu'il pourra faire pour avoir la clé? Il pourra calculer DA. Il va essayer de calculer DA. Il a ça. Il n'a pas ça. Donc, ça, il veut le calculer, c'est la clé. Donc, il a ces informations, toutes ces informations. Donc, il faut pouvoir calculer DA à partir de ça. Donc, ça, c'est un point. Il va essayer de calculer DA
ou bien dB, connaissant P et DAP. Et c'est ce qu'on appelle résoudre le logarithme discret sur une courbe elliptique. C'est-à-dire connaissant un point, calculer un entier, connaissant le point DAP et le point P, il connaît deux points différents, il connaît leurs coordonnées. Donc calculer DA revient à calculer le logarithme discret basé sur une courbe elliptique. Et c'est très difficile. Si les nombres sont suffisamment grands, on ne connaît pas, il n'y a pas une méthode efficace pour résoudre ce problème en un temps raisonnable. D'accord? C'est très difficile de calculer. D'ailleurs, c'est très difficile de calculer sur des entiers dans l'ensemble Z. Et c'est plus compliqué dans les courbes elliptiques. D'accord? Donc, la méthode Elgamal est aussi utilisée. Il y a une version d'Elgamal. On a vu l'algorithme Elgamal sur les entiers. Il y a une version Elgamal sur les courbes elliptiques aussi. D'accord? Utilisée si vous voulez. Je vais l'expliquer rapidement. Si vous n'avez pas de questions sur Diffie et Hellman. Donc, c'est le même principe Diffie et Hellman de tout à l'heure, seulement ici, on travaille avec des points. Mais ça sera plus difficile. Avec des points, ça sera plus sécurisé, si vous voulez dire, et qui consomme moins de puissance de calcul. Donc, pour Elgamal, donc il y a génération d'abord de clés publiques. Donc, si Alice veut envoyer un message secret à Bob, donc Bob fabrique une clé publique. Comment il fabrique une clé publique? Il choisit une courbe elliptique, il choisit un point sur la courbe elliptique. D'accord? Il choisit un nombre entier secret S. Il va calculer la clé publique. Donc ça, c'est la génération de clés. D'accord? Donc il y a le point P, c'est la clé publique. Il peut l'envoyer en clair. Il y a la clé publique, c'est public, c'est pas la clé publique. La clé publique, c'est grand B, qui est calculée à partir de la clé privée S. S, c'est quoi? C'est un entier. Donc ici, le grand P, ici, c'est un point. S, c'est la clé privée. Fois P, ça va nous donner un autre point qui va être la clé publique. Donc la courbe elliptique E, les points P et B forment la clé publique. D'accord? Donc B, ici, c'est public. La courbe, c'est public. Et le grand B ici, il est calculé à partir de la clé privée. La clé privée, c'est un entier S. Donc, comment on chiffre ici? Donc, ça, c'est la génération de clés. Comment on chiffre? Donc, pour envoyer un message, A, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va télécharger la clé publique. Elle va demander à Bob ou bien sûr un annuaire. Elle va télécharger la clé publique qui est quoi? Qui est la courbe, le point P et le point grand B. C'est ça la clé publique de Bob. Elle transforme son message en un point. Donc le message, elle veut chiffrer un message, elle le transforme en un point qui appartient à la courbe. Elle choisit un nombre entier petit k. Comme tout à l'heure, on a choisi 1 pour chiffrer. Ici aussi, on choisit petit k pour chiffrer. Et on calcule M1. On calcule M1 égale à petit k fois P. P, c'est un point. Donc M1 va être un point. On calcule aussi M2. M2, c'est quoi? C'est le message M plus K fois B. K fois B. Donc, ça, c'est un point plus un point. On utilise les règles données tout à l'heure pour retrouver M2. C'est un point aussi qui appartient forcément à la courbe. Donc, Alice va envoyer M1 et M2 à Bob. M1 et M2, c'est quoi? C'est le message chiffré. D'accord? Donc, 2 points à Bob. Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la clé secrète S pour retrouver le message en clair. Donc, comment il va faire ça? Donc, il va faire M2 moins SM1. Donc, avec les règles que j'ai données. Donc, M2 moins S fois M1. Donc, M2 et M1, c'est le message chiffré. C'est les 2 points. Il va avoir le message M. Donc, on a cette égalité. Pourquoi? Parce que si je vais remplacer M2 par sa valeur, M1 par sa valeur, je vais avoir M à la fin. Donc, un espion qui connaît la clé publique et les points M1 et M2, s'il sait résoudre le problème de logarithme discret,
D'accord? Il peut utiliser les deux points P et B pour trouver S. Mais on ne connaît pas de nos jours un moyen rapide pour retrouver le message en ne sachant que les deux points P et B. Donc P et B, c'est les points, ça fait partie de la clé publique. D'accord? Donc ici, en général, les algorithmes elliptic curve, c'est-à-dire ça c'est les algorithmes à courbe elliptique, les courbes elliptiques. Donc ils sont pour casser un algorithme à courbe elliptique, il faut résoudre le logarithme discret sur le groupe de la courbe elliptique. D'accord? Et c'est pas analogue sur les entiers, c'est plus complexe, c'est plus difficile. D'accord? Par exemple, si je prends un algorithme RSA, il est sûr, donc on estime qu'une clé de 200 bits pour les courbes elliptiques est plus sûre qu'une clé de 1024 bits pour le RSA. Vous voyez la différence? C'est à peu près 5 fois de plus. C'est plus complexe de retrouver une clé à partir d'une courbe elliptique. Donc regardez, une clé de 200, c'est pour ça qu'ils sont plus rapides que les algorithmes à clé, par exemple basés sur la factorisation ou bien les logarithmes discrets. Si je prends un algorithme RSA de 1024 bits, donc j'ai la même sécurité qu'un algorithme basé sur les courbes elliptiques avec 200 bits seulement. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Donc ici, c'est pour dire qu'ils sont plus rapides, qu'on sont moins de puissance de calcul. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc je voulais, par manque de temps, je ne voulais pas rentrer dans les détails des algorithmes elliptiques, mais heureusement qu'on a eu le temps de le faire parce que c'est important, parce que de nos jours, c'est un domaine, c'est des algorithmes qui sont utilisés de nos jours. Et c'est un domaine qui est riche et un domaine de recherche. D'accord? Donc, je voulais bien entamer, heureusement qu'on a entamé. Donc, ce que vous pouvez retenir, que les algorithmes, donc à clé publique, on utilise toujours l'algorithme RSA, surtout RSA et gamma, on n'utilise pas dans le commerce et tout. On utilise l'algorithme RSA, il est toujours sécurisé, mais les algorithmes à clé publique, elliptiques, ils sont plus rapides et même plus sécurisés qu'un algorithme basé sur la factorisation, par exemple le RSA. D'accord, ça c'est important à connaître. Madame, est-ce qu'on doit connaître cet algorithme? Voilà la même question de... j'ai pas compris là, la question, c'est-à-dire les méthodes, comment chiffrer et déchiffrer. Il faut connaître le principe en général. Par exemple, El-Gamal, il faut connaître le principe. Bon, pour les algorithmes elliptiques, il ne faut pas connaître les détails. Mais pour l'algorithme, par exemple, El-Gamal et RSA, il faut connaître quand même comment chiffrer et déchiffrer. Au moins, il faut connaître que c'est basé sur le logarithme discret, l'autre c'est sur la factorisation. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut retenir par cœur, les fonctions de chiffrement, fonctions de déchiffrement. D'accord? Si je vous donne ça en examen, peut-être je donne la fonction de chiffrement et déchiffrement. Donc, le but, c'est pas de retenir les formules, mais c'est de comprendre le principe. D'accord? Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, vous pouvez le revoir en tête reposée et me poser des questions par la suite. J'entends pas bien. Bon.
lors du rattrapage, j'ai parlé avec vos camarades. J'ai dit qu'on va faire une interro présentielle. Mais oui, les devoirs maison, je vais les compter. Mais j'aimerais bien parce que même les devoirs maison, j'ai constaté que c'est du copier-coller et que même si vous n'avez pas compris, donc il y a un exercice copier-coller, tout le monde m'envoie la solution. Bon, pas tout le monde, mais par exemple, le dernier exercice que j'ai envoyé, j'ai constaté que tout le monde a compris l'exercice, alors que c'est pas, je sais pas pourquoi, je sais pas. Donc, je crois que c'est du copier-coller, donc c'est pas des devoirs maison que je vais noter directement. Donc,